Bonjour Jean-François Tamellini. Bonjour. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cette émission depuis votre élection, il y a tout juste un an à la tête de la FGTB Wallonne. Une question là-dessus pour commencer. Comment avez-vous vécu, traversé cette année qui vient de s'écouler et qui a été particulièrement difficile pour tout le monde ? Alors une sacrée année effectivement pour une prise de fonction, Covid oblige, inondation cet été, donc vraiment une situation sociale très très compliquée. Alors ce manque de présentiel, ce manque de contact humain a été très difficile pour moi à titre personnel parce que j'ai besoin de ces contacts. Par ailleurs, nos équipes, nos collaborateurs dans les régionales sont restés sur le terrain systématiquement. On continue à payer le chômage temporaire, quelles que soient les conditions. On travaille dans des conditions très difficiles. Donc voilà, moi c'est dans ce contexte-là, c'est ce que je retiens. Le boulot accompli par nos collaborateurs, le militantisme de nos équipes. Une situation sociale qui est très difficile, mais malgré tout, une volonté syndicale d'avancer. Et c'est ce pourquoi on se bat à la FGTB Wallonne. Le moins qu'on puisse dire, Jean-François, c'est que la situation ne s'est pas améliorée ces derniers mois. La crise sanitaire est toujours là, et bien là. Et au niveau social, environnemental, démocratique, tous les feux sont au rouge. On peut véritablement parler d'une situation d'état d'urgence. Alors, on va évoquer ensemble tout à l'heure les propositions que vous avancez avec la FGTB Wallonne pour apporter des solutions, des pistes de solutions à cette crise globale. Mais je voudrais vous entendre d'abord sur l'actualité récente et l'analyse que vous en faites. Et on peut commencer, si vous le voulez bien, par ce que vivent concrètement les travailleuses et les travailleurs que vous représentez, que vous défendez à la FGTB Wallonne. L'état d'urgence social, donc, pour commencer. Oui, je pense qu'on peut vraiment parler d'état d'urgence social. On n'est pas encore sorti de la situation Covid. Il y a encore des infections tous les jours. On est, certains d'entre nous ont tout perdu dans les inondations cet été. Et ça se vit dans la chair des gens. Et malgré ça, on est dans une situation où la droite libérale, la droite patronale, ressort ses vieilles recettes. Elle vient nous parler d'austérité à nouveau. Elle vient nous parler d'exclusion de chômeurs. Elle vient nous parler de menaces sur notre index. Et donc ça veut dire qu'on a une droite qui a bénéficié très largement de la solidarité, qui, il y a encore quelques semaines, louait les mérites, le rôle essentiel des travailleurs, des travailleuses. Des services publics, de la Sécu aussi. Exactement, de tous nos outils de solidarité. Et cette même droite patronale, libérale, aujourd'hui, vient nous menacer, vient nous mettre dans des situations, je répète, de vieilles recettes, en disant « Ok, la solidarité, les entreprises ont bénéficié de milliards d'aides, mais cette solidarité a un prix, et donc c'est à nouveau aux travailleurs, aux travailleuses, aux services publics à payer l'addition. » Donc c'est ceux et celles qu'on applaudissait à 20h pendant des semaines, et à juste titre, qu'on va aujourd'hui ponctionner et qu'on va remettre dans des conditions extrêmement difficiles. Exactement. C'est la volonté patronale qui a été affichée très récemment. On a des représentants patronaux qui nous menacent de reprendre l'index. Et donc on sait à quel point on est attaché à l'index, on sait à quel point on a besoin de cet index pour, en partie, même pas totalement, pouvoir suivre le coût de la vie. Eh bien, ces patrons qui ont touché, qui ont bénéficié de la solidarité, eh bien, reviennent et nous menacent à ce titre. Et donc voilà, c'est un climat social où nous avons été touchés dans nos chairs. Je répète qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des travailleurs, des travailleuses qui se sont donnés à 100%, à 150% pour pouvoir faire fonctionner cette société. Touchés dans nos portefeuilles aussi, puisqu'il faut quand même rappeler que le chômage temporaire, 70% du chômage, 70% le seuil de chômage temporaire, ça fait des trous dans les portefeuilles qui sont déjà pas très étoffés. Et bien malgré ça, cette droite, qui nous saluait, toute mielleuse, maintenant revient et nous dit « c'est à vous à nouveau de payer nos services publics auxquels ils ont fait bien recours, notre sécu et nos salaires. » Et donc ça, c'est insupportable. Par rapport au salaire, justement, je voudrais qu'on reparle brièvement avec vous de ce qui s'est passé en début d'année, au moment des négociations de l'accord interprofessionnel, ce qu'on appelle l'AIP. Donc ça avait lieu en début d'année, et l'AIP, ça se négocie tous les 2 ans, on le sait, entre interlocuteurs sociaux. Et cette année, une fois de plus, ça s'est mal passé. Je voudrais que vous nous rappeliez pourquoi et que vous décodiez un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors effectivement, l'AIP, ce qui régit la négociation de l'AIP, c'est la célèbre maintenant loi de 96 sur les salaires, qui est une loi qui a été modifiée en 2017 par le gouvernement Michel, le gouvernement MRNVA,
et qui, à ce stade, vient totalement cadenasser nos salaires. Il n'y a plus aucune marge de négociation pour nos salaires, tout est verrouillé, et il y a donc cette volonté patronale. On a la FEB, le monde patronal, qui a réussi à dicter ces lois dans le pays pour vraiment cadenasser, empêcher que nos salaires puissent augmenter. Donc empêcher toute négociation des travailleurs par rapport à leur propre salaire. Tout à fait. Donc on est vraiment amputé de ce qui est le cœur, nous, de notre mission, c'est-à-dire la défense des intérêts des travailleurs-travailleuses et la négociation, notamment des conditions salariales, conditions de travail, conditions salariales. Eh bien, cette loi, modifiée en 2017, vient nous empêcher, nous amputer de notre capacité de négocier les salaires. Et donc, dans ce carcan, ça ne pouvait que mal se passer. D'autant que, comme ils le font d'habitude, eh bien, les employeurs ont continué à faire leur chantage entre l'augmentation des salaires, très limitée, comme je l'ai dit, et l'augmentation des allocations sociales, ce qu'on appelle l'enveloppe bien-être. Ils ont fait ce chantage en disant, si vous voulez augmenter les allocations sociales, vous devez amputer vos salaires et vous ne pourrez pas avoir une augmentation de salaire. Et donc ce chantage a encore cabré, encore crispé la situation. Et c'est dans ce contexte-là, effectivement, qu'on a dû négocier l'indénégociable avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est cet échec des négociations et la situation qui en découle qui vous amène aujourd'hui à préparer cette manifestation que vous annoncez pour le 24 septembre ? Alors oui, évidemment. C'est cette situation de blocage systématique qui se paye cash. Si on continue dans ce carcan, on n'y arrivera pas. Donc tous les avertisseurs ont été donnés. On a envoyé des messages pour signifier notre volonté simplement de négocier, de se mettre autour d'une table et de négocier. Mais si on ne modifie pas, si on ne change pas ce cadre-là, on n'y arrivera pas. Alors, comme je l'ai dit, l'arrogance patronale fait que certains patrons nous disent, si vous voulez renégocier la loi 96, eh bien alors, il faudra toucher à l'index. Menace, à peine voilée, ils le disent clairement. Ça veut dire qu'ils ils font des intimidations pour nous empêcher de descendre à nouveau dans les rues pour nous mobiliser. Eh bien non, le 24 septembre, la FGTB va lancer seule, mais je pense que nous serons rejoints par la suite par les autres syndicats. Je ne vois pas comment ils ne pourraient pas nous rejoindre. Ça touche tous les travailleurs, toutes les travailleuses de ce pays. Le 24 septembre, on lance une manifestation. On ose, malgré les menaces de la droite, malgré les menaces patronales, on ose relancer la mobilisation. Et l'objectif est clair. Et d'autant plus clair que les engagements que nous avons eus au sein de l'organisation, au sein de la FGTB, c'est de dire que si le cadre n'est pas modifié pour dans 2 ans, nous n'allons même plus nous asseoir à une table de négociation. Il y aura un rapport de force qui sera mis en place, mais ça, c'est un engagement ferme de notre organisation. En ce mois de rentrée, l'actualité, c'est aussi le débat sur les pensions qui revient au devant de la scène. Quelle est votre analyse sur la sortie récente du PS sur ce dossier des pensions ? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on sort d'une législature où on a un ministre libéral qui a voulu imposer par le bâton, la technique du bâton, un système où les pensionnés n'étaient que des variables d'ajustement budgétaire. Le ministre libéral voulait, à travers son système de pension à points, s'assurer que les pensionnés doivent travailler beaucoup plus longtemps pour avoir un même niveau de pension ou une pension diminuée, une variable d'ajustement budgétaire. Ici, la proposition de la nouvelle ministre des Pensions, elle inverse la logique. On n'est plus sur la technique du bâton, on est sur une technique qui tient compte, en tout cas dans le collimateur, la dignité des pensionnés et des pensionnés. Donc ça veut dire que ça va dans le bon sens, mais c'est beaucoup trop insuffisant par rapport à ce que nous souhaitons, à ce que nous demandons. On doit absolument avancer sur la pénibilité. La proposition de la ministre des Pensions, c'est de venir sur une carrière de 42 années pour avoir une pension complète. La pénibilité doit nous permettre d'anticiper encore ce départ en pension pour celles et ceux qui ne peuvent pas travailler plus longtemps. Celles et ceux qui sont dans les conditions les plus pénibles, on doit en tenir compte. Et évidemment, la FGTB continuera à dénoncer et à contester les 67 ans. On ne peut pas supporter de travailler jusqu'à cet âge-là. On est évidemment confronté à une autre urgence dont je voudrais qu'on parle ensemble, c'est bien sûr l'urgence climatique, environnementale. Le dernier rapport du GIEC, vous le savez, qui est sorti récemment, est catastrophique. La situation s'aggrave encore plus vite que prévu. Les incendies gigantesques qu'on a vus cet été se multiplient un peu partout sur la planète. Le climat se réchauffe, se dérègle à grande vitesse. Et les inondations du mois de juillet en Belgique en sont une tragique illustration. Comment se positionne la FGTB Wallonne sur cet état d'urgence-là, l'état d'urgence climatique ?
si certains doutaient encore de l'impact climatique, effectivement, dramatiquement, les inondations chez nous et ailleurs, les incendies de l'autre côté, comme vous le dites, montrent qu'il y a un impact, qu'on doit agir maintenant, ne plus tergiverser, ne plus parler, mais agir. Et donc ça, nous, à la FGTB, on est vraiment conscients du problème. Ce qui est intéressant de voir dans l'épisode tragique des inondations, d'abord, c'est que ça met à nouveau en lumière les écarts de pauvreté. On se rend compte que c'est le manque de revenus, finalement, qui fait qu'on a une population qui est dans des habitations vétustes, par ailleurs mal assurée. À certains endroits, plus de 40% de la population n'était pas assurée ou mal assurée. Et donc, on en revient à notre analyse de base, c'est un manque de revenus qui crée des situations qui sont intenables. Et par ailleurs, c'est important de le répéter, à cette droite, je répète, arrogante, qui veut à nouveau nous faire payer l'addition de ces crises. Il faut rappeler que l'impact des politiques libérales sur la façon dont ont été organisés les secours. J'entendais l'ancien ministre des Pensions, dont on parlait juste avant, qui, dans sa commune, se plaignait des coupes dans les services publics, se plaignait du manque de moyens publics pour organiser les secours. C'est lui, avec son gouvernement précédent, qui a coupé dans les services publics, à l'instar de ce qui a été fait dans les soins de santé, en brûlant les stocks de masques, en ayant de moins en moins de lits d'hôpitaux. Eh bien, au niveau du climat, c'est la même chose. En coupant dans les moyens publics, pompiers, protection civile, eh bien, ils ont créé les conditions pour ne pas pouvoir organiser, coordonner les services de secours. Et donc, je pense que c'est cet angle-là qu'il faut remettre sur la table pour montrer que l'origine du problème, il est finalement dans ces politiques libérales qui nous empêchent de gérer et d'anticiper ce type de problème. Mais à nous, syndicats, à l'associatif globalement, parce que ça dépasse évidemment les syndicats, à nous mobiliser, à continuer ces mobilisations avec les jeunes en tête de file. Mais nous devons être à côté des jeunes, pas laisser les jeunes s'époumoner. Nous devons être à côté d'eux pour pouvoir relancer et dire c'est maintenant ou jamais. Jean-François Tamalini, je le disais en début d'émission, la situation n'est pas brillante non plus au niveau démocratique. Est-ce qu'on se trouve là aussi, selon vous, face à une autre urgence, une menace sur nos valeurs et sur nos droits fondamentaux ? Clairement. La crise démocratique, les crises démocratiques, déjà on les voit à une échelle planétaire. On sent une montée en puissance de régimes totalitaires, d'idées nauséabondes, qui sont à nouveau alimentées par ces écarts de pauvreté. Là où il y a la pauvreté qui est organisée par ce système capitaliste, eh bien, c'est dans ces endroits que les idées nauséabondes sont véhiculées. Et donc, nous devons nous attaquer à l'origine du problème en travaillant sur une meilleure redistribution des richesses. Mais on le voit ici en Belgique, en Wallonie en l'occurrence également, eh bien ce sont ces attaques de la droite, des libéraux, du monde patronal aussi, qui n'hésite pas à mettre de l'huile sur le feu pour criminaliser chaque fois qu'il le peut les mouvements sociaux. On a une fédération des entreprises de Belgique qui n'hésite pas à revoir le code pénal, à interpréter lui-même le code pénal, en essayant de créer un climat, un contexte qui criminalise toutes celles et ceux qui osent résister. Parce que ça ne touche pas que les syndicats, c'est bien plus large. Toutes celles et ceux qui osent résister, qui osent s'opposer à un système qui oppresse, eh bien, on constate des mesures qui viennent casser cette volonté de résistance. Alors, ça dépasse les syndicats, mais les syndicats sont en première ligne dans nos combats antifascistes. Lorsqu'on veut s'opposer à une manifestation ou un regroupement de fascistes, je rappelle que le fascisme, les actes racistes sont punissables par la loi. Lorsque nous, syndicats, nous opposons à ça, vous êtes réprimés. On est réprimés. On se prend des amendes, voire quelques intimidations. Donc ça, c'est plus supportable. On a évidemment un procès qui est retentissant. Les 17 camarades de la FGTB, dont le président de la FGTB, qui, en 2015, parce qu'ils osent manifester, se font condamner à des peines lourdes, à des peines de prison. Donc je ne sais pas si on se rend compte de quoi on parle, simplement parce qu'ils ont osé manifester. Et on sent comme ça une montée en puissance. Et donc voilà, ces attaques pour nos répressions, pour nos mobilisations antifascistes. Ces attaques contre toutes celles et ceux qui osent contester un système, les jeunes qui vont manifester pour le climat, les travailleurs sans papier qui essayent de défendre leur dignité, les syndicalistes qui simplement essayent de défendre nos droits. Voilà. On sent cette montée en puissance de répression, de criminalisation, et ça, on ne peut pas l'accepter.
Il y a aussi une criminalisation, vous en avez parlé tout à l'heure, des citoyens, des citoyennes, des gens. On criminalise aussi les jeunes, les chômeurs, les cohabitants. Ça a des traductions tout à fait aussi concrètes dans la vie des citoyens. Évidemment, oui, tout à fait. Donc, les mouvements qu'on organise pour essayer de défendre les droits des travailleurs, des travailleuses, avec ou sans emploi, avec ou sans papier, sont des mouvements qui gênent un système qui se nourrit de l'exploitation de ces personnes. Le système se nourrit d'avoir des personnes qui n'ont pas d'emploi pour essayer de faire pression sur les salaires. Le système se nourrit de travailleurs sans papier qui sont là, on sait qu'ils sont là, mais le système va les utiliser pour travailler dans des conditions effroyables, pour faire pression sur les salaires, notamment. Et donc, oui, ça se vit dans la chair des gens, dans la réalité des gens, d'où la nécessité de s'organiser syndicalement, plus largement. Nous voulons, à la FGTB Wallonne, une transformation radicale de cette société. On ne pourra pas se contenter de changements à la marge, que ce soit pour le climat, que ce soit socialement, que ce soit démocratiquement. Il faut un changement de cap radical. Et donc, c'est le combat que nous menons ici au quotidien. Vous avez parlé des sans-papiers. Je voudrais qu'on revienne sur un épisode tragique qui s'est déroulé cet été. Ce qui s'est passé au Béguinage, à Bruxelles, avec la grève de la faim des sans-papiers. Je voudrais votre analyse là-dessus, sur ce qui s'est passé et sur ce que ça implique aussi pour votre action à l'avenir. Quand on se retrouve dans une situation où on est obligé de partir en grève de la faim, c'est qu'on est vraiment dans une situation de désespoir total. Quand vous écoutez les parcours de vie, quand vous vous intéressez humainement aux gens, en écoutant pourquoi ces personnes-là ont dû tout quitter, ont dû partir, que ce soit d'Afghanistan, on parle beaucoup de l'Afghanistan pour l'instant, avec la montée des talibans, et là on se rend compte qu'il y a un problème, je l'espère en tout cas, mais que ce soit l'ensemble des camarades qui viennent d'Érythrée, qui viennent d'Irak, qui viennent de pays, enfin de l'ensemble des pays, pour des conditions légitimes. Venir ici, tout quitter, c'est pour de bonnes raisons, c'est pas pour des raisons comme ça de tourisme. Et donc, en discutant avec eux, vous vous rendez compte de la détresse. Leur grève de la faim a permis de mettre un coup de pression pour attirer l'attention publique, mais on s'est heurté à un secrétaire d'État qui est dans la lignée des prédécesseurs, à savoir rester intransigeant, ne pas reconnaître le fait que des gens qui sont intégrés dans notre société, sont ici depuis des années, travaillent dans des conditions qui sont intolérables, contribuent à notre sécurité sociale lorsqu'ils sont régularisés, et donc voilà, on se heurte à des murs. Les camarades qui ont mené cette grève de la faim sont dans des situations difficiles. Certains sont régularisés, mais ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est une régularisation collective. Nous continuerons à nous battre pour cette régularisation collective qui n'est simplement qu'une reconnaissance de ce qu'ils apportent à notre société. Jean-François, je le disais tout à l'heure, vous avancez avec la FGTB Wallonne des propositions pour faire face à l'état d'urgence multiple qu'on connaît et apporter des solutions concrètes qui se traduisent dans leur vie quotidienne pour les travailleuses, les travailleurs et la population en général. Je voudrais que vous nous fassiez un tableau des propositions que vous avancez. D'abord, évidemment, nos propositions sortent du cadre que la droite veut nous imposer. On va à contre-courant et on veut vraiment amener un changement de cap radical, je le répète. On avait, il y a 1 an, sorti une proposition sur la dette publique wallonne. Une proposition qui consiste, et c'est pas révolutionnaire en soi, c'est un changement de cap, mais c'est pas révolutionnaire en soi, qui consiste simplement à dire on doit renégocier les taux d'intérêt. C'est une proposition qui est non seulement jouable, mais qui permet d'avoir une bulle d'oxygène terrible pour réorienter ces montants-là et les réinjecter socialement, écologiquement. Et aujourd'hui, on peut répéter que cette proposition permet d'économiser 600 millions d'euros sur 3 ans. Je répète, c'est jouable. C'est simplement prendre la décision politique de faire payer les banques et les institutions financières qui peuvent très largement se le permettre. Regardez les bénéfices, les résultats des banques, ils reprennent des courbes affolantes. Et donc, nous disons simplement, plutôt que le discours qui est de culpabilisation des travailleurs, des chômeurs, des malades, c'est de dire, voilà, cette proposition sur la dette, elle tient la route, elle est validée, objectivement, nous demandons et nous exigeons que ce soit appliqué. Deuxième élément, il y a une manne colossale de ce qu'on appelle les effets d'aubaine, c'est-à-dire des incitants publics à l'emploi qui sont octroyés à des entreprises et qui finalement sont mal utilisés. Je prends un exemple, ce sont les sociétés d'intérim. Les sociétés d'intérim captent des moyens publics qui ne sont qu'un effet d'aubaine, qui viennent augmenter leurs dividendes, leurs profits,
et qui ne finissent pas dans le circuit de création d'emplois. Dans les négociations que nous aurons dans les prochains mois, ce sera un angle d'attaque énorme pour la FGTB, c'est remettre la main sur ces moyens, ces effets d'aubaine, et les réinjecter dans la création de vrais emplois de qualité. Ça, c'est un gros axe sur lequel on va taper. Et puis, évidemment, et ce n'est pas un élément que je cite comme ça, par habitude, et qu'on remet dans un tiroir. La réduction collective du temps de travail, avec embauche compensatoire et maintien du salaire, c'est un élément sur lequel on ne va pas arrêter de taper sur le clou. On va faire la démonstration dans les prochains mois que dans les entreprises, mais que vous soyez dans le privé, que vous soyez dans le non-marchand, dans le secteur public, ce qu'on appelle le sursalaire. C'est-à-dire, après un certain nombre d'heures dans la journée, vous rapportez des richesses à votre employeur, vous créez des richesses, ce sont les travailleurs, travailleuses qui créent des richesses, eh bien, après un certain nombre d'heures dans la journée, vous travaillez gratuitement pour votre employeur. Ce sont les profits qu'il réalise. Eh bien, on va faire la démonstration. On va prendre des entreprises, des secteurs, pour démontrer que cette marge d'heures prestées gratuitement pour l'employeur, eh bien, on peut la récupérer pour réduire votre temps de travail sans toucher à votre salaire, mais en créant des emplois pour les jeunes ou les moins jeunes, et donc créer des vrais emplois. La réduction collective du temps de travail, c'est la solution à notre problème. On l'a vu ici, dans la crise Covid, on a vu que l'aménagement du temps de travail, dans des conditions imposées, difficiles, c'est un élément qui change les mentalités. On doit venir avec des propositions syndicales, et ce sera vraiment le gros dossier de la FGTB Wallonne. Alors, dans vos cartons, vous avez aussi une campagne que vous allez lancer. C'est une campagne de résistance syndicale. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous avez en tête. Nous le disions tout à l'heure, il y a une montée en puissance des répressions par rapport aux mouvements sociaux. Et donc, nous avons décidé, suite au procès de nos 17 camarades d'Herstal, de considérer que nous ne pouvions plus accepter ce type de répression. Nous devons être en capacité de réagir dès qu'il y a une attaque par rapport au mouvement syndical, par rapport aux libertés, par rapport au droit de grève. Dès qu'il y a l'organisation de manifestations fascistes, pro-fascistes, nous devons réagir immédiatement. Et donc cette campagne de résistance syndicale, ça va être en fait cette idée de mobilisation permanente. Dès qu'il y a une attaque par rapport à notre projet de société, nous devons pouvoir réagir très rapidement. Nous allons le lancer, nous espérons que ce mouvement sera largement rejoint, mais en tout cas c'est essentiel. Nous ne pouvons pas tergiverser sur le combat antifasciste, jamais. Nous ne pouvons pas lâcher nos camarades sans-papiers qui se battent pour leur dignité. Nous ne lâcherons jamais le droit de grève. Et je dirais que cette campagne de résistance syndicale, elle dépasse très largement ce cadre-là. C'est une campagne de résistance beaucoup plus globale face à un système qui nous exploite, qui nous oppresse, qui se traduit dans la vie des gens, dans la réalité des gens, par des situations qui sont complètement intenables. Et donc, résistance syndicale, pour nous, c'est contrer le système capitaliste pour avoir réellement, et c'est vraiment notre projet de société, une transformation radicale pour plus de justice, pour un modèle de société beaucoup plus social, écologique, où la solidarité, finalement, est le cœur du projet. C'est le monde à l'envers, et c'est l'envers du monde. Le dégoût qui grandit et l'orage qui gronde. Possible que le vent change de partenaire. Possible que sous la porte il y ait de la lumière. Possible que la rue reprenne des couleurs. Possible si j'en crois des lèvres sur ma peur.